Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 176e épisode, on va parler d'audace. Déjà, est-ce qu'on peut se faire un petit point? Est-ce que vous aussi vous avez bloqué sur le changement de bonjour à tous en bonjour à toutes et tous? Est-ce que vous aussi ça vous fait bizarre à l'oreille? Je suis sûre que oui. Si comme moi, l'intro du podcast, ça sonne un peu comme une petite musique, tellement vous l'avez entendu, je suis sûre que vous l'avez noté. Et en fait, c'est juste une auditrice cette semaine qui m'a fait remarquer que mon introduction était sexiste, tout simplement. Et je me suis dit, mais elle a tellement raison. Donc à partir de maintenant, on va dire bonjour à toutes et tous. Il va falloir s'habituer à cette nouvelle musicalité. Donc aujourd'hui on parle d'audace et je suis tellement heureuse de parler de ce sujet-là. J'ai réfléchi. En fait, la raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que ce matin je me suis posé la question au moment où je commençais à planifier l'enregistrement de ce podcast et que je peaufinais l'écriture et tout. J'ai en général plusieurs épisodes en cours d'écriture et puis il y a un moment où l'écriture est à maturité. Je me dis c'est bon, j'ai envie d'en parler maintenant et j'en parle maintenant. Et je me posais la question ce matin, je me suis dit, mais si je devais ne plus faire d'épisode sur ce podcast, si là, aujourd'hui, j'enregistrais le dernier épisode de tout le podcast, j'aurais envie de parler de quoi? Et en fait, ça m'a renvoyé à la mission de SSB, de se sentir bien, donc de l'entreprise, mais aussi à travers le podcast, et ce message de juste oser, en fait. Et je sais que ce message, il est bien sûr en tâche de fond dans tous les épisodes, puisque c'est un peu un truc qui m'anime, un truc qui m'incarne, d'aller vers oser être soi, aller dans sa vulnérabilité, aller dans son authenticité. C'est vraiment un truc auquel je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me souviens notamment d'un épisode où j'ai parlé de oser voir grand. C'est un épisode que j'aime beaucoup, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à aller le rechercher. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler d'audace et de qu'est-ce que je veux dire par là, pourquoi je veux vous parler de ce sujet-là, pourquoi c'est important pour moi l'audace. Et pour ça, j'ai envie de vous raconter deux histoires qui se complètent et qui se suivent. J'ai envie de vous raconter les histoires de comment je me suis retrouvée en doctorat d'astrophysique. Ça date maintenant, mais c'est des belles histoires qui montrent bien finalement que souvent, c'est pas tant une histoire de talent, une histoire de mérite, de légitimité. C'est beaucoup plus une histoire d'audace en fait, une histoire de confiance en soi, une histoire de tenter les choses, de juste essayer en fait, et de se dire que de toute façon, on s'en fout. Déjà, on va tous mourir. Un petit rappel, petite piqûre de rappel. Je sais que c'est un peu stupide dit comme ça, mais c'est la réalité. On va tous mourir, et dans pas très longtemps. Et toute chose a une fin et aucune émotion n'est insurmontable. Le pire qui puisse arriver, c'est l'humiliation. Enfin, voilà. Et de juste se dire, si j'essaye pas, en fait, c'est sûr, j'y arriverai pas, quoi. Et donc ces deux histoires, je vais commencer par la première. La première, c'est comment j'ai obtenu mon stage de Master 2. Alors, je vous plante le tableau. Je reviens d'Erasmus en L3. Ma L3, je l'ai faite à l'étranger. Je l'ai faite en Italie, à Rome. Donc j'ai une L3 de physique, donc j'ai une licence de physique à ce moment-là. J'arrive à Grenoble. Pour des raisons perso, d'organisation avec mon copain de l'époque, on se retrouve à Grenoble. Alors que c'était pas particulièrement une ville où je comptais faire une partie de mes études. Et donc je fais mon Master 1 à Grenoble. Et là, je me balade un peu parce que l'année que j'ai fait à Rome, j'ai tellement bossé. Et moi, toute ma scolarité, j'ai été l'étudiante moyenne. Mais quand je dis moyenne, c'est moyenne. C'est-à-dire j'avais 10-11, quoi. J'avais pas 13-14, ni 15-16-17, j'avais 10-11. Et ça s'est confirmé à la fac. J'ai eu ma première année de fac de justesse, avec des rattrapages et tout ça. Ma deuxième, pareil. Et ma troisième année, à Rome, j'ai bossé comme une dératée pour avoir ma licence, pour pouvoir rentrer dans le master que je voulais. À l'époque, je pensais faire un master de physique à Lyon. Et
et j'ai eu une très bonne moyenne en L3. J'ai été avantagée à l'équivalence, mais j'ai eu une très bonne moyenne quand même. Je devais avoir un équivalent de 13-14 là-bas, et puis en fait ça a été traduit en français à un équivalent de 16-17, mais c'était pas vraiment ma moyenne, la valeur de ma moyenne sur place, mais bon, ça restait quand même dans tous les cas une très belle moyenne. Et je me suis retrouvée, donc je suis française, donc je parle en moyenne sur 20, je sais pas pour les autres francophones qui écoutent. En France, les notes sont sur 20. Et en Italie, elles sont sur 30. Donc, et c'est pas équivalent parce que en France, la moyenne est à 10 sur 20. En Italie, la moyenne est à 18 sur 30. Donc, c'est pas tout à fait équivalent. Enfin, bref. Peu importe. Et donc, j'arrive à Grenoble avec plutôt des bonnes notes et un bon background de physique après mon année de L3. Et je me balade un petit peu en M1. Mais je me dis, mon dossier est pas ouf et je vais avoir du mal à aller en astrophysique. Mon rêve, c'était de faire de l'astrophysique, c'était d'aller en M2 d'astrophysique. Je visais à l'époque le M2 de Paris. Je savais même pas qu'il y en avait un à Grenoble, je l'ai appris en allant à Grenoble. Et l'astrophysique, enfin, je sais pas du tout s'il y en a parmi vous qui savent, mais c'est un truc que j'ai entendu toute ma vie, des gens dire « Ah oui, moi j'aurais adoré faire ça » ou « J'ai toujours voulu faire ça » et en même temps, toujours entendu des gens dire que c'était ultra sélectif, hyper dur d'y arriver, et moi, toute ma scolarité, j'osais pas dire en fait. Quand j'avais 10 de moyenne, je disais pas ouais, je voudrais faire un doctorat en astrophysique. J'avais peur qu'on me rit au nez. À l'époque, j'avais pas une énorme confiance. En fait, non, c'est pas vrai. J'avais une énorme confiance en moi. Je savais que j'étais capable de déplacer des montagnes, et j'avais même envie de me le prouver en tant que challenge, mais j'avais pas beaucoup d'estime de moi. J'avais pas très envie qu'on me dise que j'étais une merde, parce que j'allais avoir du mal à survivre à ça. Donc en fait, je me taisais, je disais rien. Quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire, je disais probablement de l'enseignement, parce que c'était le truc socialement admis pour une nana. Voilà, tu te dis que tu vas être enseignante, que t'aimes les enfants et c'est bon quoi. On te fout la paix socialement. Du coup, j'arrive dans ce M1 et je me dis bon, va quand même falloir que je booste mon dossier si je veux pouvoir aller en M2. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous expliquer comment j'ai eu mon stage de M2, mais en fait, je vais d'abord vous expliquer, et c'était pas de ça que je voulais parler, je voulais vous parler de comment j'ai obtenu mon stage de M1. Et donc en M1, j'avais la possibilité de faire un stage, c'était pas du tout obligatoire, mais c'était une possibilité. Et je me dis, c'est ma chance, il faut absolument que je fasse un truc qui fasse que mon dossier sorte du lot. Déjà, l'année à Rome, c'était un peu ça que j'essayais de faire, avoir une troisième langue plutôt que d'aller dans un pays qui parlait anglais. Le but pour moi, c'était de montrer que je pouvais parler plus d'une langue et d'avoir quelque chose de plus en fait dans mon dossier. À ce moment-là, j'essayais vraiment de bétonner mon dossier par la motivation, par l'originalité du dossier, parce que je me disais, les notes, clairement, les 2 premières années, ça vole bas, la 3e année, c'est un peu plus élevé, mais jusque-là, c'était pas ouf de malade, quoi. Et du coup, je me souviens au détour d'une conversation, en début de M1, il y a un pote, un mec de ma promo, en fait, qui est pas encore un ami à ce moment-là, je dis un pote, mais en fait, c'était pas encore un ami à ce moment-là. Et il dit, et je crois que je lui ai jamais dit, donc en fait, je sais même pas si un jour il écoutera ce podcast, si t'écoutes ce podcast et tu te reconnais, salut. Mais un jour, il dit, sur le parvis de l'entrée de la fac, en fait, il dit, ouais... moi, ça me plairait trop de faire un stage à Hawaï. J'ai des contacts d'un chercheur que j'ai eu dans un autre stage qui a des contacts à Hawaï et tout. J'ose pas demander, mais j'ose pas et tout. Je me dis là-bas, pour aller faire de l'astrophysique à Hawaï, je sais pas si vous le savez, mais à Hawaï, il y a des grands télescopes. C'est un endroit mondialement connu pour l'astrophysique. Il y a les observatoires à Hawaï, sur Big Island, et il y a aussi le désert d'Atacama et les observatoires au Chili. Enfin, c'est 2 endroits extrêmement connus pour l'astrophysique, où il y a les plus grands télescopes du monde. Et il dit ça, il dit ouais, j'ose pas trop, je suis pas sûre que si jamais il me dit non et tout ça, faut que je me fasse un bon CV, puis j'ose pas, et puis il faut que je fasse un CV en anglais, et non, et puis il dit ça, comme ça. Moi dans ma tête, je me dis putain, mais ouais, c'est vrai que ça pète quoi, dans un dossier. Et là, rien que d'avoir entendu ce mec en parler, j'ai pris la décision en fait que j'allais postuler à Hawaï. Je connais personne les gars, j'ai pas de CV en anglais. Je reviens d'Italie, donc en fait, moi dans ma tête, c'est surtout l'italien. À ce moment-là, je sais même plus parler anglais, j'ai la sensation de plus savoir parler anglais. C'est un peu le truc qui était bizarre, c'est qu'avant de partir en Italie, je maîtrisais mieux l'anglais que l'italien. À mon retour, je maîtrisais mieux l'italien que l'anglais. Aujourd'hui, je maîtrise mieux l'anglais que l'italien, même si bon, les deux langues, je les parle correctement. À ce moment-là, je me prends juste la décision. Et j'écris mon CV. J'ai la chance d'avoir un frangin qui vit en Angleterre. Donc je lui envoie mon CV pour qu'il me le corrige, qu'il me corrige l'anglais, etc. J'écris une lettre de motivation. Et tenez-vous bien, j'inonde les chercheurs
de toute l'archipel. C'est-à-dire que je ne sais même pas combien j'ai envoyé de CV. Je me souviens que j'étais devenue un peu comme un robot. Et je me souviens, et c'est pour ça aussi que je vous en parle en termes de développement personnel, parce que je me souviens de la peur que c'était. J'allais sur les sites, je comprenais pas ce que le mec faisait. Et j'essayais de trouver une façon d'écrire un mail qui faisait un truc genre j'ai vu ce que tu faisais et je trouve ça cool, quoi. J'essayais de faire un mail qui soit un peu personnalisé, en me disant c'est pas grave s'il y a des fautes d'anglais, on s'en fout, le mec il verra la motivation et de toute façon tu vas pas faire la différence parce que t'es brillante, tu vas faire la différence parce que t'es motivée et que t'as des trucs à apporter. Et dans ma lettre de motivation que j'avais envoyée à tout le monde, parce qu'en fait ce que je faisais c'est que j'envoyais un petit mail court avec la lettre de motivation et le CV en attaché. Et en fait dans la lettre de motivation j'avais écrit un truc très audacieux du genre bon, je sais bien que je suis qu'une étudiante de M1 et que j'ai pas grand chose à apporter, mais je sais me sortir les doigts du cul, en gros. C'était vraiment ça, quoi. C'était j'ai pas peur, en fait. J'ai pas peur. Filez-moi un bouquin de 1000 pages à lire, je le lirai. Voilà. J'ai pas peur. J'ai pas peur. C'était vraiment ça. Et du coup, j'ai envoyé tous mes CV, genre j'ai inondé l'archipel. Puis dans la foulée, je me suis dit... donc j'envoie une première fois ça, puis je me dis... bon, bah pendant que j'y suis, enfin je veux dire, je peux envoyer au Chili. Ça change pas grand-chose. Et je sais pas combien j'ai envoyé en tout, mais je pense que j'en ai bien envoyé à minima une 50aine. Et le lendemain, mais vraiment ça a été ultra vite, le lendemain, j'avais une réponse positive pour Hawaï. Et c'était pour un stage d'astrophysique solaire. Donc clairement, alors bon, si vous n'êtes pas astrophysicien, peut-être ça vous parle pas, mais en fait dans l'astrophysique, si tu veux, quand t'es passionné d'astro, le soleil c'est un peu le dernier truc qui t'intéresse, quoi. Genre t'as envie de ciel profond, t'as envie de galaxies, t'as envie de supernova, t'as envie, je sais pas, de trous noirs, de trucs comme ça. Moi ma passion c'était plutôt les planètes, mais le soleil, si tu veux, genre l'astrophysique de jour, c'est le truc le plus barbant, quoi. Et à ce moment-là je me dis mais... ok, le sujet m'intéresse pas. Clairement, le mec me propose de bosser sur la couronne solaire. Je me dis, le sujet m'intéresse pas. Mais c'est Hawaï, quoi. Et c'est un grand télescope à Hawaï. Qu'est-ce que je fais? Et le gars me dit, oui, ben moi ça m'intéresse, j'ai besoin d'un stagiaire, on essaye de faire des tests pour un prochain télescope, il y a des essais à faire sur un plus petit qu'on a ici pour voir si notre idée elle marche, etc. C'est sur la couronne solaire. Par contre j'ai pas de financement, mais je peux t'héberger, te filer une caisse sur place, mais j'ai pas de financement pour te payer, quoi. Et je peux pas te payer ton vol, donc tu te débrouilles pour venir. J'ai répondu du tac au tac, ouais, pas de problème, ça m'intéresse, c'est hyper intéressant votre truc. Je n'y connais rien en astrophysique solaire. Ça te demande, surtout la couronne, de connaître des trucs en physique, d'être bon en physique magnétique, en tout ce qui est électricité, électromagnétisme et tous ces trucs-là. Et moi, c'était vraiment la partie de la physique où j'étais la moins bonne. Et surtout celle qui m'intéressait le moins. Mais je me suis dit, tu sais quoi, on y va, on dit oui. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai finalement aussi eu une réponse du Chili positive, mais j'avais déjà accepté l'autre stage. Et en fait, je suis arrivée, donc ça a été ultra vite. Hein. Franchement, en 4-5 jours, c'était plié entre le moment où le pote a dit ça, genre en mode ouais, peut-être je pourrais demander un stage à Hawaï. Et le moment où moi j'avais obtenu le mien, il s'était passé moins d'une semaine. Et j'arrive, j'avais eu un entretien avec le mec au téléphone pour pouvoir parler du stage et voir si ça me convenait. Et je me souviens que c'était un entretien par Skype, et avec le décalage horaire, moi j'avais eu ça, c'était 6h du mat en France, quoi. Et je dis ouais, pas de problème. Avec 12 heures de décalage horaire, parce que moi j'avais mes cours et tout, donc à 6h du mat, j'avais eu le mec au téléphone, on avait validé le truc, il m'a envoyé le contrat et tout, pour que je le fasse signer par ma fac, etc. Pour que je puisse obtenir un visa, parce qu'il fallait un peu de temps pour obtenir un visa J1, c'est les États-Unis, donc il faut demander un visa. Et moi, j'en revenais pas, quoi. J'étais putain, en fait, j'ai fait un CV, j'ai fait un entretien, et c'est bon, j'ai un stage, quoi. C'est aussi simple que ça. Et je me souviens que c'est la première fois dans ma vie où, en fait, je me suis dit, putain, mais c'est juste une histoire de mettre ses coronas sur la table, en fait. C'est juste ça. Parce que, franchement, je connais rien à l'astrophysique solaire. À ce moment-là, je suis étudiante. La physique, l'électromagnétisme, etc., c'est pas mon point fort. Je sais que je vais en chier, qu'il va falloir que je lise des bouquins, qu'il va falloir que je monte en compétences pour comprendre ce qu'il va me raconter et ce que je vais devoir faire pendant ce stage. Mais je doute pas, en fait. Je doute pas de mes compétences dans le sens où je me dis, ok, j'ai pas le niveau, mais je vais l'atteindre, en fait. Je vais me débrouiller. Et j'y vais vraiment à l'audace, quoi. Et
en fait, la différence, et c'est tellement ça, la différence entre les gens qui ont un stage à Hawaï et ceux qui en ont pas, c'est que ceux qui sont en stage à Hawaï, ils l'ont demandé en fait. Et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense que les gens vont nous repérer, surtout dans le milieu professionnel. Hein. On attend que ça nous tombe, et même dans le milieu personnel, dans l'amour, on attend que ça nous tombe dessus. On se dit, ah, je vais rencontrer l'homme de ma vie, la femme de ma vie, l'être de ma vie, je vais le rencontrer ou la rencontrer. Et en réalité, c'est beaucoup de choses qu'on provoque en fait. Et oui, bien sûr, on part pas tous avec les mêmes chances, etc. Vous le savez, je vous en parle souvent. Mais il y a beaucoup de choses en fait qui sont liées à notre capacité à attraper au vol les opportunités en fait. Et à les créer. Et je me souviens de la tête du pote en question quand j'arrive dans l'amphi, en mode je suis dopée à l'adrénaline à 8h du mat, moi ça fait 2 heures que je suis réveillée, je viens de faire un entretien, j'ai un dossier à imprimer, enfin un contrat à imprimer pour faire signer à la fac, comme quoi j'ai un stage. Alors que le gars, je me souviens qu'en plus la discussion qu'on avait eue avec ce mec-là, c'était une semaine avant ou un truc comme ça, au moment où on avait eu en gros une présentation à tout l'amphi nous disant oui, si vous voulez cette année, vous pouvez faire un stage, ça serait bien de le faire pour vos dossiers. Et on était genre en septembre, hein, les gars, on avait le temps, le stage il commençait en mars, c'est bon, mars-avril, on avait le temps. Et je me souviens de sa tête, mais c'est tellement injuste. Il a dit ça en fait, c'est le premier truc qui lui est sorti de la bouche, c'est trop injuste, c'était mon rêve de faire un stage à Hawaï. Et j'ai une part de moi de culpabilité de me dire putain ouais c'est vrai, c'était son idée, enfin je veux dire sans lui j'aurais pas eu l'idée d'envoyer des CV en fait. En même temps je lui ai pas volé son stage, c'est-à-dire que lui en fait il peut toujours demander à son pote ou la personne qu'il connaît s'il peut avoir un stage. Et en même temps bah voilà quoi, c'est vrai que c'était à lui que je le devais d'avoir eu l'idée en tout cas. Je pense que sans qu'ils le disent, j'aurais même pas vu que c'était possible en fait, pour moi de faire ça, de faire cette demande-là, de rechercher un stage à Hawaï. Donc ça c'était la première fois où, la première fois, non c'est peut-être probablement pas la première fois dans ma vie, mais une des premières fois où j'ai envie de vous en parler en tout cas, où j'ai fait preuve d'audace. Et une deuxième fois, une fois que j'ai eu mon Master 2, donc je me suis retrouvée en M2 à Grenoble, j'ai postulé à Grenoble, je suis restée à Grenoble, j'ai fait mon M2 à Grenoble. À l'époque, je crois que le M2 existe toujours, hein, c'est un M2 d'astrophysique en recherche qui existe toujours. À l'époque, il s'appelait milieu dilué. Attendez, je me souviens même plus, punaise. Astrophysique et milieu dilué, je crois. Astronomie et milieu dilué, peut-être. Et aujourd'hui, il s'appelle plus comme ça. Allez rechercher, il s'appelle plus comme ça, il a évolué depuis, mais c'est un super M2. J'adore l'équipe là-bas, j'adore ce labo. C'est un endroit qui est trop top. J'ai passé une des plus belles années de ma vie. Franchement, mon année de M2, c'était un kiff. J'ai jamais autant bossé de ma vie, mais c'était un kiff. Et donc, je me retrouve en M2. Et arrive le moment où, bon, je suis vraiment en astro, là. Là, c'est bon, ça y est, je suis vraiment en train de faire de l'astro. Et là, déjà, c'est trop cool de me dire qu'on est 12 dans la promo. Toute ma vie, on m'a dit que c'était super dur d'accéder à l'astro, et en fait, j'y suis. Et là, je me dis, ok, j'ai envie de faire un doctorat, c'est ça que je veux faire. Et clairement, encore une fois, hein, je suis pas mauvaise en M2, mais je fais pas partie des meilleurs élèves. On est 12, je suis arrivée 6e de la promo, donc voilà. Faire. Très bien, je pars dans les derniers, mais enfin, je suis pas la première non plus, quoi. Vraiment, la meuf, elle s'est dit, bon, je vais être dans la première moitié. J'y suis, mais voilà. Et dans ces moments-là, si vous voulez, dans notre université, à Grenoble, à ce moment-là, il y avait 5 masters de recherche et il y avait à peu près 5 bourses de thèse. Donc en gros, il était d'usage que les jurys donnent à peu près une bourse, un financement par master. Alors, c'était pas une règle absolue, hein. Ils pouvaient très bien ne pas donner un financement à un master et en donner 2 à un autre. Mais disons que ça se faisait pas trop politiquement et que fallait vraiment que ce soit justifié, quoi. Et en gros, si t'étais pas le major de la promo, t'avais pas de bourse de thèse de l'État. Voilà, c'était à peu près aussi simple que ça, hein. Quasiment aussi simple que ça. Au mieux, si t'étais 2e de promo et que le premier de promo avait eu un autre financement par un miracle inattendu de l'espace, tu vois, là, tu pouvais prétendre à une bourse. Mais enfin, quand t'es 6e de la promo, les gars, c'est mort. Hein, concrètement, c'est mort. Et on sait à peu près son classement. On voit très bien comment va être son classement tout au long de l'année. Hein. Et je voyais bien qu'on me disait qu'en gros, il fallait que je pense à un 2e master, à une reconversion, à une école ou à un master. Beaucoup de ma promo réfléchissaient à un master pro. Et moi, dans ma tête, j'étais « Ah mais non, j'ai envie de faire un doctorat. » Et ouais, j'ai pas les meilleures notes, mais je sens que je peux être une bonne chercheuse. Je sais pas faire, faut tout que j'apprenne, mais je veux le faire.
Et là, je commence à tanner. Alors moi, les planètes, ça a toujours été mon truc. C'était vraiment là-dedans que je voulais bosser. J'avais même hésité en L1, j'avais fait de la bio dans le but de faire un peu de planétologie, géologie, etc. Et en fait, je me suis orientée en physique pour vraiment faire de l'astro, parce qu'en fait, c'était juste que j'avais fait de la bio parce que j'avais peur de pas être assez bonne à l'école pour aller en physique, ce qui est complètement absurde. Mais à l'époque, c'était mon raisonnement de la moi de 18 ans qui avait très peur de pas être légitime et de pas avoir d'assez bonnes notes pour prétendre aller faire des maths et de la physique en se disant si je fais de la bio, ce sera plus facile et plus accessible. Bon, bref, passons. Et du coup, je me retrouve à faire de la physique. Et là, j'ai un cours en M2 qui me mind-blow complètement, qui est un cours de formation planétaire. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours été passionnée des planètes, notamment les géantes gazeuses. C'était un truc qui me passionnait, d'essayer de comprendre la dynamique des planètes, comment ça se fait qu'il y a tels éléments, comment ça se fait qu'il y a des anneaux, comment ça se fait qu'il y en a qui n'ont pas d'anneaux, comment ça se fait qu'il y en a qui ont des lunes, d'autres pas. Enfin, c'était un truc de ouf dans ma tête. Et là, j'ai ce cours de formation planétaire que je kiffe à mort. Monsieur Jean-Charles Auchereau, si vous écoutez ce podcast, sachez-le, vous avez été un réel mind-blow. Je dis vous maintenant, mais en fait, on s'est dit tu entre-temps. Donc, tu as été une vraie révélation dans ma vie professionnelle. Et je suis allée le tanner pendant toute l'année scolaire, disons-le, en mode j'ai des questions, c'est trop intéressant. J'allais le tanner dans son bureau, puis jusqu'au moment où il me dit mais est-ce que tu veux pas faire un stage dans ce domaine-là ? Lui, il pouvait pas me prendre en stage, mais il me recommande un pote à lui à Paris. Je me retrouve à aller tanner ce pote en disant oui, bonjour, je voudrais un stage. Puis il me disait non mais moi j'ai déjà un stagiaire. Et j'ai une bourse de thèse pour ce stagiaire à la suite. J'ai déjà un stagiaire sur un autre sujet. Je ne peux pas prendre un deuxième stagiaire. Moi, je dis, mais je suis super autonome et je vais proposer moi-même mon sujet. Pour moi, c'était un terrain de jeu, justement. Si je pouvais ne pas prendre un stage déjà existant. En M2, vous savez, c'est le stage de fin d'études. Si vous ne connaissez pas, c'est le stage de fin d'études. Ça doit être un stage de recherche, vu que moi, j'étais dans un master de recherche, avec un projet de recherche, en fait, qui dure quelques mois. Et moi j'étais là, mais c'est génial, si le mec il a pas de stage à me proposer, c'est moi qui dois faire mon sujet, ça va être pile poil ce que j'ai envie d'étudier, ça va être ouf. Et j'insiste. Et je me souviens qu'il m'a dit, après coup, donc la personne qui est ensuite devenue mon directeur de thèse, m'a dit, en fait, tu m'as fait planer avec ton audace, en fait. Et ton je vais le faire, de toute façon ce sera avec ou sans vous, mais je vais le faire. Et je suis allée demander. Je me suis pas laissée me dire, je suis 6e de promo, j'arriverai pas. Et pourtant, j'en ai eu des moments de syndrome de l'imposteur, de mais je suis vraiment nulle et tout. Mais en réalité, je savais que sur le terrain, j'étais une bonne chercheuse. C'est juste qu'en examen, je suis dyslexique, j'ai un problème avec la gestion du temps, je perds mes moyens, et j'ai plein de raisons qui faisaient que je savais qu'en examen, j'étais pas performante. Mais que si on m'avait à l'oral, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en Italie j'avais performé, c'est que les examens en Italie c'est un truc de ouf et j'adore ce système, c'est que vous faites d'abord un écrit et ensuite si vous avez la moyenne à l'écrit vous allez à l'oral et à l'oral vous avez un entretien où le prof évalue vraiment si vous avez compris la leçon, si vous avez compris le cours. Et il vous pose tout un tas de questions, il discute, il y a une discussion scientifique avec vous, ce que je trouve absolument passionnant. Et à la sortie de ça, il monte ou il descend votre note. Donc si vous étiez juste un mec qui avait tout appris par cœur et qui avait eu 20 sur 20, enfin 30 sur 30 du coup, à l'examen, vous pouvez très bien repartir de là avec un 24 sur 30 au lieu d'un 30 sur 30, parce que le prof a dit ouais ok, il a bien appris, mais il applique bêtement, mais en fait il n'a pas compris de manière profonde le cours. Et donc moi je suis revenue avec des bonnes notes parce que justement je comprenais les cours, mais j'étais incapable de performer en examen sur le système français, quoi. Et ça, c'est un peu l'histoire de ma vie et l'histoire de beaucoup de gens à l'école. Vous en faites pas, si vous êtes dans ce cas-là, l'école, c'est pas fait pour tout le monde, pour plein de raisons, et dans mes modes de fonctionnement, moi, ça me correspondait pas. Et du coup, j'avais confiance dans le fait que j'étais pas teubée, quoi, que j'allais y arriver, et que j'avais des choses à apporter, et que j'avais envie de faire de la recherche. Et donc, il m'a pris en stage, mais vraiment en mode... écoute, si tu veux, demande éventuellement une bourse de thèse à Paris. Donc même combat que les bourses de thèse à Grenoble, c'est pareil, c'est genre il y a quelques bourses de thèse et globalement c'était pas major des promos, c'est mort. Alors si en plus tu viens d'un master qui est pas de la région parisienne, c'est encore plus compliqué. Et en fait, j'ai eu une chance pas possible, c'est que l'étudiant qui était en stage en même temps que moi sur un autre sujet de stage, qui aurait dû poursuivre en thèse, a finalement décidé d'arrêter la recherche. Il a décidé que ça ne lui convenait pas, que c'était pas fait pour lui à la fin du stage. Ça arrive régulièrement quand vous faites un stage dans un domaine dans lequel vous avez fait vos études, parfois vous vous rendez compte que en fait ce domaine vous correspond pas finalement. Et c'est à ça que servent les stages, j'ai envie de dire, c'est tant mieux. C'est plutôt une bonne chose professionnellement. Et du coup, il s'est reconverti dans un truc qui avait pas totalement rien à voir, mais plutôt dans de l'ingénierie plutôt que dans de la recherche. Et du coup, mon directeur s'est retrouvé avec une bourse de thèse.
Le truc, c'est que c'était pas sur le sujet sur lequel j'avais travaillé, quoi. Donc il fallait que je me reconvertisse un peu sur ce sujet-là. Et puis qu'il fasse passer mon dossier pour pouvoir, parce que c'était une thèse qu'il avait déjà obtenu le financement, donc il n'y avait même pas de compétition à avoir sur ce financement. S'il voulait me le donner, si le labo validait mon dossier, il disait c'est bon, cette personne a suffisamment des bonnes notes et suffisamment compétente pour lui donner le droit de rentrer à l'école doctorale, et ben ce sera bon. Et il s'est trouvé que même en étant 6e de promo, en fait j'avais quand même 13 de moyenne sur mon M2, ce qui est très bon pour un M2, faut quand même pas déconner. C'est quand même une bonne note, une bonne moyenne, et j'avais surtout excellé en stage de recherche, puisque là on n'est pas sur des examens, on est noté sur son travail de recherche, sur sa capacité de synthèse, sa capacité d'analyse, et toutes ces choses-là qui sont réellement les choses utiles dans votre métier de chercheur. J'avais une excellente note, je ne me rappelle plus, mais j'ai dû avoir 17 ou quelque chose comme ça au stage. Et du coup, l'école doctorale a évidemment validé mon dossier sans trop d'hésitation, pour être tout à fait honnête. De ce que j'ai compris, ça c'est un peu... Moi j'étais hyper stressée, mais ça s'est super bien passé. Et ce qui est fou, c'est que... Donc j'ai fait ma thèse avec ce directeur, j'ai soutenu ma thèse en 2014, j'ai eu mon doctorat à ce moment-là. Aujourd'hui, donc, je suis docteur d'astronomie et d'astrophysique de Paris, à l'école doctorale de Paris, qui est l'école doctorale d'astronomie et d'astrophysique. Bref, trop cool. Trop badass, ça fait bien dans les soirées. En soi, aujourd'hui, ça me sert à rien parce que, comme vous le savez, je me suis reconvertie en tant que coach. Je suis avant tout créatrice de contenu, entrepreneuse, coach, artiste, tout ce que vous voulez. Mais oui, je suis aussi astrophysicienne. Mais si vous voulez, c'est que une des cordes à mon arc. Mais c'est pas le truc que je fais majoritairement aujourd'hui dans ma vie, l'astrophysique. Et ce qui est important ici, et ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre, et ce sur quoi j'espère que je vais réussir à vous inspirer aujourd'hui, c'est que en fait, ce qui a fait la différence, c'est pas que j'avais plus de talent que quelqu'un d'autre. C'est pas que quelqu'un est venu me chercher dans ma grotte et est venu me repérer et m'a dit « Oh, punaise, mais t'es génial Esther, mais tiens, voilà sur un plateau d'argent, je t'ai reconnu, je t'ai vu, tu es l'élu, voilà, tiens. » Non. Ce qui a fait la différence, c'est qu'à un moment donné, j'ai juste aligné les actions. Et je me suis juste dit, tu sais quoi, en vrai, meuf, t'as rien à perdre. Demain, tu meurs, et c'est tout. T'as envie de faire ce truc, fais-le. Te pose pas 12 millions de questions. Et je me souviens m'être dit, notamment pour la bourse de thèse, m'être dit, parce que là, j'avais vraiment des plein de pensées de je suis pas légitime, tout ça. J'ai eu ces pensées-là parce que j'avais des potes qui étaient 2e, 3e, 4e de ma promo, évidemment. Et qui, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, si on n'est pas premier de promo, pour la bourse de thèse, c'est un peu mort. Et j'avais ces collègues de mon master que j'adore, parce qu'on était 12, vous imaginez bien, dans une promo aussi petite, puis l'astro, c'est un tout petit monde. Je les adore, on avait passé une super année, on a fait un voyage dans le sud de la France, à faire des observations dans un observatoire du sud, c'était hyper fun, etc. Donc on a tissé des liens pendant cette année-là. Et je les voyais ne pas avoir de bourse. Je les voyais envisager des reconversions, se postuler pour un autre M2, pour faire quelque chose de plus professionnalisant, peut-être devenir ingénieur ou ce genre de choses. Et il y avait une part de moi qui était là, mais t'es pas légitime, c'est le second de promo qui aurait dû avoir cette bourse, ou le 3e de promo qui aurait dû avoir cette bourse, c'est pas toi. Et en fait, ce qui est fou, c'est que la différence entre eux et moi, c'est que moi j'y ai cru en fait. J'y ai cru, je me suis pas prise au sérieux, je me suis dit c'est un jeu, c'est les règles du jeu, c'est les cartes que j'ai en main. À ce stade, de toute façon, on est tous brillants, je veux dire. Enfin, je ne dis pas ça pour m'envoyer des fleurs ou quoi, mais je veux dire, quand t'as un M2 où c'est hyper sélectif, t'es 10-12 dans la promo, tout le monde est bon. Enfin, je veux dire, il y a un moment, tout le monde est compétent. Tous, on était capable de faire une thèse. Tous, on était capable de faire un super boulot de recherche, à ce stade. Donc, c'est pas une histoire de mérite, en fait. Et surtout, je me suis dit, c'est pas moi qui décide si je suis méritante ou pas. Finalement, il y a un jury, il y a des gens qui sont là pour tamponner, pour valider que j'ai le droit à cette bourse. Et si ils m'estiment pas compétente, ce sera leur job. J'ai pas pris leur place, en fait. Je me suis pas sentie légitime de décider moi-même si mon dossier valait le coup ou pas. Je me suis juste dit, tu sais quoi, meuf, qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Et je crois que c'est un truc de manière générale qui m'a toujours sauvée dans ma vie. Ça a été d'avoir juste l'audace d'aller chercher mes rêves. De juste me dire, le simple fait que j'ai ce rêve-là, c'est légitime. J'ai le droit d'aller le chercher. Et oui, il y a plein de gens qui sont plus talentueux, qui sont
excellents aussi, qui ont plein de mérites et qui n'obtiendront jamais ça parce que eux ne se bougeront jamais les fesses, parce que eux n'iront jamais faire les actions. Et je suis la première parfois sur certains domaines de ma vie à attendre et à me dire j'aimerais bien qu'on me repère, j'aimerais bien qu'on m'invite à telle émission ou à tel truc, j'aimerais bien qu'on voit que ce que je fais ça a de la valeur. Mais non, ça ne marche pas comme ça en fait. C'est à nous d'aller chercher. C'est à toi de croire en toi en premier en fait. Personne va venir te sauver, personne va venir te dire que t'es génial, personne va venir te repérer, c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est à toi de juste mettre en place les actions et t'en fais pas. Là où t'es pas compétent, là où t'es pas bon, tu vas te prendre des murs et tu vas te prendre des échecs en fait. Et c'est pas grave. Genre des échecs, moi j'en ai eu plein, j'ai été recalée à l'ENS. Hein. J'ai postulé, j'ai passé les concours, j'ai été recalée comme une grosse merde parce que j'étais pas assez bonne. Bien sûr que non, j'avais pas le niveau. Et c'est tout, enfin je veux dire, on s'en remet. Hein. Je veux dire, c'est pas notre job de décider ça, notre job c'est de mettre les actions en place. Donc ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui dans ce podcast, et je crois que c'est le message, et c'est pour ça que je me suis posé la question, je me suis dit, putain, si je devais dire qu'une seule chose, je crois que la grosse différence entre les gens qui vivent une vie qui leur ressemble et qui est accomplie, et les autres, c'est juste d'oser, en fait. D'avoir l'audace d'aller chercher les trucs. De juste y aller, de pas se poser 12 millions de questions, de pas se dire, oh mon Dieu, je suis prétentieux, juste pose le cerveau. Et croyez-moi que je suis la première à réfléchir trop, hein. Je pense que, bon, on en est à 175 épisodes de 30 minutes où je vous raconte du bordel qu'il y a dans ma tête. Je pense qu'on est quand même d'accord sur le fait que je pense beaucoup, mais là, juste poser le cerveau et juste se dire, ok, de quoi j'ai envie, et juste y aller, se dire, c'est pas grave, au pire, je me prends une porte fermée, au pire, je me rétame comme une grosse merde, parce qu'en fait, j'ai même pas vu que j'avais pas les compétences. J'ai même pas vu que j'avais pas le niveau pour ça. Mais c'est pas grave. Ok, je suis une grosse ignorante. Et alors ? C'est quoi le pire qui puisse arriver ? Que tu n'y arrives pas, c'est déjà là où t'en es en fait, en vrai. Donc juste avoir l'audace de croire en soi, être son premier fan en fait. Ça veut pas dire se prendre pour qui on n'est pas, hein. Il n'est jamais question de ça. Je veux dire, tu sais très bien que t'es nul à un truc. Moi, quand j'étais en stage à Hawaï, là, je peux vous dire que des manuels de comment on fait de l'électromagnétisme, j'en ai bouffé parce que j'étais une brêle en électromagnétisme en arrivant là-bas. Et à la fin, j'ai dû l'aligner le stage, donc j'en ai passé des heures dans la coupole en pleine journée pendant qu'il faisait un temps magnifique parce que c'est quand le temps est dégagé qu'on peut observer le soleil. Hein. Voilà, c'est-à-dire quand il y a des nuages devant, c'est un peu compliqué de pointer un télescope sur le soleil. J'ai foutu le feu à la coupole par mon incompétence, parce que j'avais même pas réalisé que si tu pointes le soleil avec un télescope, que tu focalises toute la lumière sur un point, ça fait très chaud, hein. Bah oui. J'en ai fait des conneries. J'ai appris sur place. J'ai pas prétendu être quelqu'un que je suis pas, je me suis juste dit, je suis capable d'apprendre. Et si jamais je le suis pas, je suis ok avec le fait d'échouer. Je suis ok avec le fait de tomber sur mon cul. C'est pas grave, en fait. Donc ayez l'audace, osez, allez-y. Le pire qui puisse arriver, c'est que vous en soyez au même point que ce que vous êtes aujourd'hui, en fait. Donc voilà, je suis certaine que j'ai déjà donné ce message sur le podcast, je suis certaine de déjà vous en avoir parlé, mais je pense que c'était le bon moment pour faire une piqûre de rappel à tout le monde, surtout dans une année comme ça où on attend un petit peu que les circonstances nous sourient. Les circonstances vont pas vous sourire. C'est pas le but, c'est pas le rôle des circonstances. Les circonstances, elles vont vous pointer des opportunités, certes, mais c'est à vous de mettre les actions en place, c'est à vous d'aller chercher, c'est à vous d'aligner les actions les unes à la suite des autres. Donc voilà, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.